Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. 800 000 kilomètres, soit 20 fois le tour de la Terre. C'est la distance couverte par les câbles sous-marins qui relient les continents et permettent aux hommes de communiquer. Une technique utilisée depuis la fin du 19e siècle et dont le succès ne se dément pas. Objet d'une rude compétition économique, les câbles sont aussi un enjeu primordial pour la souveraineté des États. Pour en parler, je reçois Mérette Cobet, directrice pour le segment câbles, télécom et câbles spéciaux sous-marins de la société Nexans, l'un des leaders mondiaux du marché. Bonjour. Bonjour. Il y a environ 430 câbles sous-marins dans le monde. Ils servent à quoi ? Il sert à transporter des datas. Ouais, donc des données. C'est des données. Aujourd'hui, ces datas sont transportées par des câbles fibre optique. Ouais. J'en ai emmené un aujourd'hui pour vous montrer. Je pensais que ça allait être plus illustratif. Donc, comme vous le voyez, c'est les fibres qui transportent ces données. C'est plutôt basique, c'est un conducteur électrique, après c'est l'isolation et c'est une protection mécanique. Donc vous, Nexans, vous fabriquez ce câble-là? On les fabrique. Ça, c'est tout ce que j'ai arrivé à porter dans ma sac à main. Ouais. J'aurais voulu emmener un peu plus. On vient tout juste de livrer un système de pratiquement 6000 km entre le Cameroun et le Brésil. D'accord. Alors, vous fabriquez, vous livrez, est-ce que vous posez? Nous, on ne les pose pas. Il y a des acteurs qui font toute la mise en œuvre du projet. Nexans, on est surtout un producteur de câbles. Ouais. Vous êtes l'un des leaders mondiaux pour la quantité ou la qualité de vos câbles? Surtout la qualité, évidemment. Mais aussi en termes de quantité. Ouais. On a fait plus que 40 000 kilomètres de câbles sous-marins de télécom depuis qu'on a commencé dans les années 80. C'est un marché très compétitif? C'est un marché, oui, compétitif. Il y a plusieurs acteurs de taille variable. Et comme c'est un secteur très cyclique, chaque fois qu'il y a un grand projet qui est annoncé au marché, l'enjeu de concurrence se joue encore plus fort. En fait. Leader mondial, vous êtes un acteur français? Ces câbles-là sont fabriqués en Norvège. Oui. On a le centre compétence de sous-marins qui est situé en Norvège, mais le groupe est français. D'accord. Les grands concurrents, ils sont d'où? Les grands concurrents, ça a été traditionnellement la France, ça a été un des plus grands producteurs de câbles. Après, les Américains. Les Japon, là, les Chinois, ils entrent fortement sur le marché aussi. Et après, il y a les autres pays de l'Europe du Nord aussi, comme la Suède, l'Allemagne. D'accord. Alors, évidemment, on se pose la question, pourquoi aujourd'hui, on en est encore avec cette technologie? Je disais que les premiers câbles, c'était fin du 19e siècle, alors qu'il y a nos satellites pour faire passer les données. Aujourd'hui, plus que 99% de toutes les datas sont transférées par les câbles. Les satellites, on ne les voit pas vraiment comme une technologie qui concurrence ces câbles. C'est plus une technologie complémentaire. On s'en sert pour les destinations éloignées. Et c'est en termes de... Le câble, il est dominant en termes de capacité, en termes de vitesse. Et aussi en question du coût de construction, l'investissement pour les satellites est beaucoup plus important. Et pareil aussi pour tout ce qui est le coût opérationnel. Alors, on a beaucoup parlé des câbles, notamment à propos de la sécurité, et notamment lors de l'affaire et des révélations de Snowden, l'ancien agent de la NSA et de la CIA, où on a compris que la NSA, donc les grandes oreilles américaines d'espionnage, se branchait sur ce type de câble. C'est vraiment 100% sécure pour protéger nos données ou pas? Aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Ah oui. Évidemment, toute technologie de transmission peut être soumise à des interventions, mais le câble, c'est ce qu'on a de plus sûr aujourd'hui. Donc après, c'est surtout aux utilisateurs et aux fournisseurs de protéger en termes de cryptage. Alors je disais que c'était
un domaine très compétitif d'un point de vue économique, mais c'est aussi important pour la souveraineté des États. Pourquoi ? C'est tout, c'est l'infrastructure vitale d'une société d'aujourd'hui, en termes d'économie, en termes tous les secteurs de la société, tous les secteurs clés. Aujourd'hui, dans le contexte de la digitalisation, on est complètement dépendant de ces câbles. Alors, qui sont vos clients ? Est-ce qu'au départ, c'était essentiellement des États, puis des opérateurs télécoms, et aujourd'hui, on voit arriver les géants du numérique sur ce marché? Oui, tout à fait. Traditionnellement, ça a été les opérateurs télécoms. Ouais. Et en consortium, ça a été des gouvernements. Et ça l'est encore. Mais là, entrer sur le marché, les GAFAM, Ouais. il n'y a pratiquement Google, pas... Amazon, etc. veulent leurs câbles. Voilà. C'est ça. On ne voit presque pas se réaliser un seul projet de nos jours-là sans qu'il y ait un des grands qui sont derrière. Ah oui, parce que c'est eux qui financent aujourd'hui. C'est eux qui financent et c'est eux qui ont le plus besoin. L'année dernière, en France, il y a 4 acteurs qui ont compté pour plus que 50% de tout le trafic Internet, dont Google, Facebook. Et c'est surtout l'arrivée des vidéos et des chats live qui entraîne ces besoins énormes en capacité. Pourtant, par exemple, les États-Unis restent très vigilants sur ce secteur-là. On refusait récemment qu'une entreprise chinoise, pour ne pas la nommer Huawei, puisse tirer un câble du Japon, je crois, jusqu'aux États-Unis. Pourquoi ? C'est vrai, on l'a vu, l'industrie l'a vu après l'affaire Snowden, l'apparition de beaucoup de nouvelles routes où on cherche la diversité, on cherche d'éviter certaines destinations. Les nations veulent leur propre sécurité de câble, accès direct. Et aussi, comme vous le dites, il y a les demandes de câbles. Ils ont inclus des limitations pour certains acteurs sur les marchés. Donc ça veut dire que ça restreint le marché pour eux et ça l'augmente pour vous. C'est une façon de protéger vos marchés aussi, d'exclure d'entrée les Chinois. Oui et non. Oui, c'est évidemment. Donc du coup, ça fait que le marché, il n'est pas accessible aux Chinois à certains secteurs. Alors, outre les Chinois, quand on regarde la carte sur l'ensemble de ces câbles sous-marins, les 400 et quelques câbles sous-marins, on voit quand même qu'il y a une espèce de trou noir, c'est l'Afrique. Ça ne vous intéresse pas, l'Afrique, ou ça n'intéresse pas vos clients de brancher l'Afrique avec ces grands câbles sous-marins ? Mais si. Actuellement, il y a beaucoup de projets qui sont en construction en phase initiale. Et comme je disais tout à l'heure, nous, on vient tout juste de livrer un projet justement entre le Cameroun et le Brésil. Donc, on est dedans. Mais entre États africains, alors qui a l'argent pour pouvoir se payer ce type de câble en Afrique ? C'est ça qui est compliqué. Voilà. C'est les constructeurs de câbles, c'est souvent les consortiums. Et souvent en Afrique, c'est encore ça ce qu'on voit. C'est les consortiums des opérateurs télécoms. Donc, pour réussir à mettre en place un projet qui est rentable pour toute la structure, c'est souvent ce qui bloque la réalisation de ces projets. Il y a la surface financière de ces consortiums pour se payer ce type de câble ? Oui. Justement. Donc, c'est pour ça aussi, les Google, Facebook, ils ont un pouvoir financier derrière. Donc, quand eux, ils y entrent sur le marché dans une consortium comme ça, le projet va se matérialiser. En Afrique, ça reste encore beaucoup les opérateurs télécoms traditionnels. Parce que ce type de câble, c'est très cher ou pas ? Bon, moi, je dirais que c'est... Oui, c'est un grand investissement, évidemment, c'est un grand investissement. Et qui peuvent être aidés par des institutions financières internationales. Pour le cas de l'Afrique, qu'est-ce qui ferait bouger un petit peu pour que l'Afrique soit un peu plus câblée ? Est-ce que c'est qu'une question de financement ? C'est une question de financement uniquement pour ces projets-là. Pas du tout de volonté politique.
bon, il y a ça derrière, parce que souvent, les financements, ça vient justement de la politique. Donc, c'est vrai, on voit, c'est plus compliqué quand on est obligé, et surtout parce que ces câbles, c'est un travail entre différentes nations. C'est pas un pays qui le décide. Et surtout, quand on parle de toute la côte de l'Afrique, il y a plusieurs pays et plusieurs gouvernements qui vont faire partie de cette décision. C'est ce qui souvent aussi ralentit le processus de décision et de financement derrière pour ces grands projets. Merci beaucoup, Mérette Cobet, pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique, c'est terminé. Mais évidemment, comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Le gros mot de l'écho, présenté par Myriam Mascarello. Austérité, déflation, flexi-sécurité. Les termes économiques vous effraient? Vous n'y comprenez rien. Décomplexez-vous en regardant le gros mot de l'écho. Un moyen simple et ludique pour comprendre l'économie avec Myriam Mascarello. Le gros mot de l'écho, à voir sur France 24 et france24.com.